chose. Hein. On fait la même chose, ça vous va? On y va? On y va, on fait la même chose. On parle. Hein. Ouais, bah pareil, vous commencez, puis après, je présente. Oui, mais... Donc vous êtes les artisans et nous, on est les vendeurs de soupe. Voilà. Oui, faites votre soupe. Oh, ben voilà, la présidente, pour l'instant, elle soit installée quand même. Bien, nous allons respecter l'heure pour cet atelier. Merci de votre présence d'abord. Donc c'est un atelier que nous avons voulu, je dirais, quand même humain. C'est-à-dire que nous sommes là pour regarder un peu les règles juridiques et techniques pour les transmissions d'entreprises, mais nous avons voulu donner quelque chose d'humain ou tout au moins de très terre-à-terre à cet atelier. Donc je suis assisté de M. Périnet, directeur du CGA de Midi-Pyrénées, local donc, et j'ai des témoins qui m'ont été apportés par le CGA également, qui vont nous expliquer un peu comment s'est passée leur session. Nous avons à la fois les cédants et les repreneurs pour 2 sessions, et nous avons également AG2R qui vient nous aider sur ses connaissances techniques au niveau patrimonial, social, etc., dans le cadre d'une transmission d'entreprise. Voilà, j'ai donc passé la parole à M. Périnet qui va nous présenter l'ensemble des participants. Bien, bonjour. Enfin, il n'y a pas d'émission sans fâche publicitaire. Et là, je vais passer la parole à Jean-Pierre Gors qui a un message à vous faire passer. Merci. Donc, juste, c'est vrai, c'est un petit message pour... lorsque vous allez sur les stands des exposants, ne pas oublier d'aller jusqu'au fond des stands, c'est-à-dire au stand des exposants de notre région Toulouse-Midi-Pyrénées, où vous avez des produits locaux qui vous attendent de façon à pouvoir aussi aller les visiter. Ça, c'était la première. La seconde information, c'est pour ce soir, pour vous rappeler que les bus partiront exactement à 18h45 et pas plus tard. Donc, la Cité de l'Espace se trouvant quand même à plus d'une demi-heure d'ici, pour ceux qui connaissent Toulouse, pour ceux qui ne connaissent pas, prenez plutôt 1 heure. Donc, il vaudrait mieux que vous soyez quand même présents à 18h45, à 18h50. Les bus n'y seront plus. Donc, prenez vos dispositions pour être... à l'heure pour les bus de ce soir, c'est très important. Donc, je me permettais, voilà, donc je vais repasser le micro à Laurent pour cette assemblée un petit peu technique. Voilà. Merci. En imaginant cette table ronde avec Régis Lasselin, on s'est dit que qui disait reprise d'entreprise disait forcément cédant et repreneur. Donc sur cette scène, on a le plaisir d'accueillir 2 entreprises, mais à chaque fois avec le cédant et le repreneur. Donc je vais rapidement les présenter, en commençant par ma droite. Marc Corot, qui a cédé récemment son entreprise de plomberie, chauffage sanitaire, à monsieur Patrick Bonnet, qui est à sa droite, qui est aujourd'hui donc le propriétaire de l'entreprise Corot, puisque l'enseigne perdure. Un peu plus à droite, l'entreprise Jardin Sauvage, donc aussi représentée par le repreneur et le cédant. Donc dans l'ordre, c'est monsieur Sylvain Bousseau, le repreneur, qui a repris l'entreprise il y a à peu près à peine 2 ans. Et à sa droite, le cédant, Gérard Boulet. Jardin Sauvage, et oui, je le précise, est une entreprise d'entretien d'espaces verts ainsi que de création d'espaces verts. Et enfin, le plus à droite, monsieur Stéphane Bessière, qui est responsable du pôle de transmission entreprise à AG2R La Mondiale. Et il est là en tant qu'expert pour apporter des éléments sur les aspects sociaux, fiscaux notamment. Voilà. Et c'est pour nous la personne incontournable, puisqu'on a mis le mot incontournable dans notre phrase d'accroche. Voilà. Pour cet atelier va durer 1 heure. On va demander aux entreprises présentes
de faire un historique sur la transmission de leur entreprise. Et après, on apportera peut-être, en vous posant quelques questions, quelques précisions sur votre présentation. Monsieur Bessières pourra bien évidemment intervenir quand il le souhaite. Et puis aussi, on vous laissera la parole. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'entreprise Coro veut commencer. Bonjour. Bien, en 1973, donc, je me suis inscrit à la Chambre des métiers en tant que plombier chauffagiste. J'ai exercé de 73 à 95 en tant qu'artisan. Voilà, donc, et en 1995, j'ai fait une SARL et une SCI. Voilà, en 95, donc j'ai loué mon fonds de commerce à la SARL. Puis en 1996, Patrick Bonnet est arrivé dans la société. En 2007, j'ai vendu en fait le fonds de commerce à Patrick Bonnet, 100%, enfin pas à Patrick Bonnet, mais à la SARL Coro, 100%, c'est ça? Oui, en 2007, j'ai passé Patrick Bonnet co-gérant, oui, c'est ça. Et 2009, j'ai vendu les parts, 75% des parts de la société. Et en 2012, je viens de lui vendre les 25% restants, ce qui fait que je suis aujourd'hui retraité. Voilà, je vais vous passer Patrick. Oui, bonjour. Mais voilà, juste pour confirmer donc, ce que vient de dire M. Coro, donc, que voilà, mon arrivée en 96 à la société Coro si on veut, activer un petit peu mon chemin de vie, puisque voilà, en 96, moi j'étais artisan. Avant d'arriver chez M. Coro, j'étais artisan tout seul. J'ai démarré à 21 ans, donc j'ai pris la carte d'artisan tout seul. 5 ans, j'ai rencontré donc M. Coro en 96 et au fil des mois et des années, donc j'ai pu progresser dans cette société en passant de dépanneur, de plombier, tout ce que peut faire un plombier donc sur le terrain, en montant en grade, en augmentant dans le personnel. Donc j'ai pu passer de chef d'équipe à presque chargé d'affaires si on veut, et jusqu'à bien sûr 2007, M. Coro me propose la cogérance en sachant qu'il n'y avait aucune, si vous voulez, projet de rachat, autant d'un côté comme de l'autre. Alors peut-être qu'on l'avait tous les deux derrière l'oreiller caché par là, mais c'est vrai que même moi de mon côté, j'étais pas préparé à ce qu'un jour cette société me revienne. Donc de 2007, donc la cogérance, là M. Coro donc après a décidé de vendre sa société. Il a eu des contacts extérieurs donc qui m'ont pas fait du bien, bien sûr, parce que c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que depuis ces années-là, j'avais donné un petit peu et que j'allais me retrouver peut-être demain avec un autre patron. Et c'est vrai que M. Coro, pour moi, compte beaucoup. Donc, ce n'était pas quelque chose qui me plaisait. Donc, en 2009, donc 2 ans après, la cogérance, donc M. Coro a fait son choix et m'a proposé donc, de m'associer en prenant 75% de parts, puisque M. Coro aussi, de son côté, n'était pas à la retraite, il lui restait encore 2 ans. Donc la proposition a été faite comme ça, 75% en 2009, et au départ à la retraite, le rachat des 25% restantes, donc ce qui s'est fait cette année en 2012. Voilà, à savoir que la société, en 96, nous étions, quand moi je suis rentré, ils étaient 3. M. Coro à l'époque avait déjà eu du personnel, une vingtaine pareil, et enfin pas pareil, il avait eu 20 personnes, et après la vie a fait qu'il y a eu des licenciements, enfin tout ce qui a pu se passer autour de ça. Et aujourd'hui, depuis 1996 que nous sommes ensemble, la société compte 24 salariés. Voilà. Donc, merci. Je vais juste me
permettre de résumer la transmission. Donc, Marc Auro, vous étiez entrepreneur individuel, puis à un moment, vous avez créé une société qui a exploité votre fonds de commerce. Puis, dans un autre temps, vous avez associé en tant que co-gérant Monsieur Baudet, mais qui n'était pas du tout porteur de part. Et pour finaliser une transmission d'entreprise avec la cession dans sa totalité des parts à Monsieur Bonnet, ainsi que le fonds de commerce. C'est cela. Et puis, comme il vous manquait 2 ans pour avoir 60 ans ou 60 ans et demi, vous êtes resté salarié pendant 2 ans au sein de votre ancienne entreprise. C'est ça. Voilà. Bon. Mais écoutez, on a compris à peu près le tableau de l'entreprise. Maintenant, on va passer à l'entreprise Jardin Sauvage. Si vous pouvez nous dire un mot du déroulement de la transmission. En un mot, ça sera difficile. Ça marche? Là, est-ce que ça marche? Ah oui. Oui, bonjour. J'aurais besoin d'un peu plus d'un mot. Donc, je m'appelle Gérard Boulet. J'ai aujourd'hui 62 ans. Et j'ai créé en 1977 une entreprise individuelle à l'enseigne Jardin Sauvage. Et à l'époque, notre spécialité, enfin ma spécialité était l'aménagement et l'entretien de jardins, aussi bien au service du particulier que des entreprises ou des collectivités. Et j'ai navigué à vue pendant une bonne vingtaine d'années entre moi-même et 1 à 2 collaborateurs, jusqu'à ce que, en 2004, je rencontre celui qui allait reprendre ma société, mon entreprise. Et donc, c'est l'histoire d'une vie, d'un métier qui s'est accompli tranquillement une vingtaine d'années et qui a vu l'opportunité, avec la rencontre de Sylvain Bousseau, qui s'est présenté spontanément dans l'entreprise, cherchant du travail, et en même temps avec un petit projet derrière la tête. Ça nous a fait un petit deal qui m'a permis de revoir ma copie à la fin de ma carrière, où j'avais imaginé tout simplement travailler tard, peut-être un peu, mais également laisser s'éteindre l'entreprise s'il n'y avait pas d'opportunité, aussi bien dans ma descendance qu'ailleurs. La rencontre avec Sylvain Bousseau nous a donné une fantastique opportunité. Dans un premier temps, ça a été de développer l'entreprise avec la création d'une SARL qui a permis d'approcher de nouveaux marchés, celui notamment du particulier à travers le service à la personne. Et donc avec ce développement, l'entreprise s'est accrue avec du personnel, de nouveaux marchés. Et on a mis en place un deal, tous les deux, Sylvain et moi. Et on a commencé à imaginer que l'entreprise se céderait entre moi, vendeur, et lui, candidat à la succession. Si vous permettez, je vais le laisser parler maintenant. Merci, et bonjour. Donc, moi, effectivement, je suis arrivé en 2004 chez Jardin Sauvage et donc je suis arrivé avec l'objectif, après en avoir discuté avec Gérard Boulet, avec l'objectif de reprendre l'entreprise, évidemment si c'était possible, puisqu'il y avait encore 6 années à attendre avant qu'il puisse prendre sa retraite. Donc bon, c'était long et en même temps il a fallu ce temps-là pour préparer la reprise, pour que je sois prêt à tenir les rênes d'une entreprise déjà, parce que c'est quand même pas un métier simple. Donc on y a travaillé assez longuement et ça a réussi à se finaliser 1 an et demi avant la vente définitive, puisqu'on avait signé chez le notaire 1 an et demi avant pour sceller l'affaire, on va dire. Donc c'est-à-dire en septembre 2009, si ma mémoire est bonne. Et donc la reprise définitive s'est faite au 1er janvier 2010, pardon. Donc maintenant, ça fait donc 2 ans que j'ai repris l'entreprise, donc ça se passe plutôt bien, puisqu'on n'a licencié personne. On a toujours autant de travail, et voilà, donc pour moi, ça se passe plutôt bien, et je voulais dire quand même que ça s'est très très bien passé avec Gérard, malgré que, je le redis, on a eu des tout petits conflits par moment, mais dans l'ensemble, c'était vraiment une très très belle aventure, et je le referai 1000 fois s'il fallait le refaire. Voilà, merci beaucoup.
Voilà donc les deux exemples que l'on voulait vous montrer et qu'on essaiera de compléter un peu après, parce qu'à mon avis, il y a des choses à compléter. Évidemment, ce sont deux exemples qui ont réussi. Mais je me voyais mal vous présenter un ancien cédant et un futur repreneur qui n'aient pas réussi leur transaction. On risque d'avoir du greffage de chignon. On est là, évidemment, pour essayer de voir comment on réussit une transmission. On ne pouvait donc avoir que des gens qui ont réussi. Ce qu'il faut noter, c'est que dans ces deux cas de cession et de transmission, on a affaire à des personnalités complémentaires. Donc, je vais dire, excusez-moi, des seniors qui voulaient prendre plus ou moins leur retraite, ou qui avaient au moins un projet de cession, et des gens un peu plus jeunes qui sont arrivés plus ou moins à reprendre. Mais vous m'avez expliqué, puisqu'on a déjeuné ensemble, histoire de faire connaissance, on ne se connaissait pas ce matin, vous m'avez expliqué que, en fait, votre projet de cession, non seulement il a réussi, mais en plus, ça a permis de développer l'entreprise, puisque vous étiez combien quand vous avez envisagé la cession? Vous étiez 3, je crois, tout à fait au début quand vous êtes arrivé. Et maintenant, vous êtes 25. Donc, ça prouve bien que la réussite de la transmission a permis la réussite de l'entreprise en même temps. Mais c'est parce que vous m'avez dit aussi, vous êtes deux, vous avez le même état d'esprit, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, et que vous avez travaillé ensemble, avec quelques petites heures de temps en temps, mais c'est un minimum, et que ça a permis la réussite. À tel point que, vous m'avez dit ce midi, vous avez des projets peut-être d'agrandissement maintenant, mais des locaux, et que vous envisagez de faire une SCI à deux. Je vous ai même répondu, mais si ça continue, lorsque vous serez tous les deux à la retraite, vous allez faire une SCI de retraités. Mais tant mieux, je crois qu'on peut les applaudir, parce que c'est vraiment formidable. Alors, les plus gros points, je crois, où on puisse avoir des problèmes dans le cadre d'une cession, c'est notamment les relations avec le personnel, surtout que là, on a quand même affaire à des entreprises où il y a un certain nombre de personnel. Comme vous étiez tous les deux des salariés avant la transmission, comment ça s'est passé avec vos anciens collègues, devrais-je dire? Comment avez-vous géré ce problème? Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que ça a été un point dur pour moi, puisque j'étais de l'autre côté de la barrière avec eux, à savoir plein de choses que donc M. Corot, en tant que patron, ne savait pas, bien sûr. Donc c'est vrai que je l'ai eu dur, mais si vous voulez, depuis 2006 déjà, j'étais déjà un petit peu... M. Corot était moins dans l'entreprise, donc je leur faisais comprendre qu'un jour, si c'était moi à la tête de la société, il y a bien des choses qui changeraient. Après, il a fallu que je fasse un petit peu le tri dans l'effectif, et comme je disais, j'ai peut-être 30% du personnel, surtout dans les hommes de terrain, les hommes qui dysfonctionnaient, qui se permettaient de faire des choses avec les véhicules, travailler le samedi, ou comme des déménagements chez les copains, ou aller à la mer le week-end. Donc toutes ces choses-là, le travail aussi le samedi, le dimanche, qu'on ne voyait pas, disons que même M. Corot ne pouvait pas voir. Donc le plus dur a été que dès que j'ai racheté les 75% de parts, donc en 2009, j'ai équipé tous mes véhicules de puces électroniques, de façon à contrôler tout ce qui pouvait se faire en dehors du travail, et notamment aussi les temps chez les clients pour la facturation, puisque ils nous marquaient 1 heure d'intervention, ou 2 heures, et ils y passaient que 10 minutes, donc on avait beaucoup de retours. Donc c'est des choses que je voyais moi en tant que salarié, mais je n'avais pas les manivelles pour gérer, puisque j'étais co-gérant, mais bon, je ne pouvais pas aussi tout retourner. Donc partant de là, j'ai mis ces puces-là, ça n'a pas fait plaisir à certaines personnes, donc ces personnes-là ne sont plus là. Elles ont été remplacées par d'autres personnes, bien sûr, et l'équipe est stable maintenant. Et c'est vrai que j'ai 50% dedans de copains avec qui je bossais à l'époque, mais des gars intelligents, donc, qui restent dans le tutoiement, mais qui me respectent quand même. Et j'espère que ça pourra continuer comme ça. Moi, j'ai eu beaucoup moins de problèmes à reprendre l'entreprise, puisqu'en fait, moi, quand je suis arrivé chez Jardin Sauvage, j'étais donc le seul employé. Il y avait Gérard et un seul apprenti. Et donc, la politique de l'entreprise, c'était de former des apprentis pour ensuite pouvoir les embaucher. On a développé l'entreprise comme ça, en fait, si vous voulez. Donc, j'ai toujours été plus ou moins à la tête de ces personnes-là. Donc, en fait, la session s'est faite absolument sans aucun souci pour moi.
Et ça se passe aujourd'hui toujours très très bien avec la collaboration. Mais bon, j'ai la chance aussi qu'on soit beaucoup moins nombreux que mon collègue. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer. J'ai beaucoup plus de facilité à les suivre à la trace que lui avec ses dizaines de camions. Voilà. Bien, merci. Monsieur Messière, que vous inspirent ces deux exemples, ces deux chemins de transmission? Est-ce que vous comprenez la motivation des chefs d'entreprise qui ont voulu à un moment céder à leurs salariés pour des raisons peut-être de retraite? Est-ce qu'il faut se poser des questions en tant que cédant sur sa future retraite avant de céder? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ce que m'inspire ces dossiers, c'est que ça s'est très bien passé. Et ça s'est bien passé pour d'abord des raisons d'hommes, on l'a vu, de complémentarité. Et puis aussi, ils s'y sont pris très tôt. C'est-à-dire qu'en fait, l'anticipation a été vraiment au niveau des deux parties. Je veux dire, que ce soit repreneur ou cédant. Je veux dire, d'un côté, on voit c'est 1996 quand même, l'intégration de monsieur. Monsieur, vous avez mis une cogérance il y a quelques années, peut-être avec cette logique-là, évidemment, mais vous-même, vous n'aviez pas encore entrevu cette opportunité. Vous étiez co-gérant et vous vous dites salarié, donc vous étiez encore dans une logique de salarié, alors qu'en fait, vous ne l'étiez plus, vous aviez le pouvoir. Et progressivement, en fait, il y a eu un accès au pouvoir qui s'est fait, et puis derrière la cession. Et de votre côté, ça a été encore mieux, je dirais, puisque vous avez contribué à tout le développement, entre guillemets, de l'entreprise, et donc vous êtes positionné d'emblée comme le patron, au moins au niveau opérationnel. Ça ne se passe pas toujours aussi bien, et par contre, c'est vrai que lorsqu'on a des dirigeants en face de nous qui veulent transmettre leur entreprise, ils vont chercher bien souvent des tiers. Alors que dans leur environnement direct, que ce soit la famille ou les salariés, il y a parfois les repreneurs potentiels qui sont déjà présents, mais pas identifiés. Et donc, en tant que conseil au niveau des centres de gestion, peut-être, c'est d'abord d'aller chercher dans l'entreprise ou dans la famille s'il n'y aurait pas un repreneur potentiel, d'autant plus qu'au niveau des transmissions à salariés et transmissions familiales, vous le savez, c'est quand même largement facilité aujourd'hui par le législateur. Après, il y a des problématiques sociales. J'intègre un salarié qui se développe dans l'entreprise progressivement. C'est le cas de ces messieurs. Donc il est salarié, positionné comme tel, et un jour, le jour venu, il faudrait l'amener au pouvoir. Cette logique, elle s'accompagne généralement d'un statut social adéquat. C'est-à-dire, en fait, le pouvoir, c'est aussi un mandat social dans une entreprise ou au moins une fonction représentative du pouvoir. Donc là, la cogérance a été choisie dans les deux cas d'ailleurs. Je crois, c'est ça. Donc la cogérance a été choisie. Ça, c'est pour le repreneur. Puis, il y a aussi le repreneur qu'on va intégrer de l'extérieur en tant que salarié, mais pour la reprise. Donc, c'était un petit peu votre cas, mais parfois, ça dure beaucoup moins longtemps que ce qui a été pour vous. Dans tous les cas, le jour venu, le salarié ayant 100% de son occupation dans une activité technique, il fera bien remplacer le cédant qui part par quelqu'un. Lorsque le salarié est pris à 100% et que le dirigeant est pris aussi à 100%, quand il va partir, il faudra le remplacer dans ses fonctions techniques. Et donc, il faudra bien dégager à un moment une enveloppe économique pour pouvoir recruter quelqu'un afin de remplacer ce futur cédant qu'il va former progressivement. Je ne sais pas comment ça s'est fait à votre niveau, à ce niveau-là. Est-ce que vous avez eu un remplaçant ou vous êtes arrangé entre vous ? Non, c'est arrangé entre nous. Je veux dire, moi, j'avais une partie dans le bureau, bien sûr, de gestion, mais la partie chef d'équipe et, si vous voulez, et tout ce qui était devis en extérieur, tout ce que je faisais. Donc ça a été fait en même temps. Je faisais, mais après, les derniers 6 mois, il y a un chef d'équipe, un second qui est arrivé, que j'ai recruté, qui là, m'a soulagé puisque plus l'échéance arrivait, puis il fallait que je prenne ma place. Il y a bien eu quelqu'un qui est venu finalement conforter l'équipe. Complètement. Parce que monsieur, vous faisiez quelque chose dans l'entreprise. C'est bien, parce que parfois ce n'est pas le cas. Mais dans votre cas, c'est exactement ça. Donc il a bien fallu à un moment dégager en fait une masse économique pour pouvoir recruter. On verra tout à l'heure comment on peut le faire en exploitant le patrimoine social. Donc en fait, 3 points. L'intégration du cédant, du repreneur, avec un statut social qui généralement a un coût. Donc ça, comment on va financer. Deuxième point, c'est le départ du cédant avec des problématiques à long terme qui sont son revenu futur par période de vie, c'est-à-dire en fait pendant les 2 prochaines années, il a besoin d'un certain montant de revenus, les revenus professionnels qu'il a en accompagnant son repreneur. Parfois, il faut les amoindrir pour pouvoir justement financer l'évolution du repreneur dans l'entreprise, si c'est un salarié, voire l'intégration si c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur.
Donc première chose, c'est le revenu futur du cédant, donc pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. À partir de quel moment peut-il avoir accès à sa retraite? Est-ce que cette retraite, on peut l'exploiter tout en continuant à travailler aux côtés du repreneur pendant un certain temps dans l'accompagnement comme un outil économique? La retraite est un outil économique, ce n'est pas forcément un outil où j'arrête de travailler, je prends ma retraite. Ça peut être je prends ma retraite, je continue à travailler pour accompagner mon repreneur. Donc là, c'est la partie, je dirais, du cédant, hein, sur le revenu futur. Et puis, évidemment, au milieu de tout ça, hein, j'occulte les problèmes d'entreprise, économiques, etc., que vous maîtrisez parfaitement, évidemment, dans votre environnement. Tout ce qui est faisabilité économique de la reprise, c'est évidemment la compétence directe des centres de gestion. Après, derrière ça, là où on a parfois une problématique, c'est le revenu futur du cédant, l'intégration et comment financer l'intégration du repreneur, et enfin, la fiscalité, évidemment, du cédant. Et on le verra, cette fiscalité, elle est favorable lorsqu'on vend et qu'on part très rapidement. Or, on le voit dans le cas des reprises par salarié, ça dure parfois plusieurs années, et ce n'est pas forcément à la faveur du cédant au niveau fiscal. Hein, parce que cette législation fiscale, en fait, elle a des conditions, parfois, de liquidation. Vous le savez, dans les 24 mois des retraites, je vends tout de suite ou je vends en 24 mois, il faut que ce soit assez court. Donc, en fait, il y a un antagonisme entre la fiscalité et l'intérêt des entreprises sur la transmission salariée, parfois. Voilà, je ne sais pas si tout ça vous éclaire un peu, mais on y reviendra un peu plus tard. On va finir la présentation des entreprises un petit peu. Sur les cas de transmission, ces entreprises ont été vendues à un certain prix que les cédants demandaient. Les repreneurs, vous n'aviez pas forcément beaucoup d'apports. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot comment s'est passée la reprise, comment vous avez trouvé les fonds notamment, voilà. Mais moi, en fait, la banque m'a prêté l'intégralité de la vente, mais à côté de ça, donc, Gérard Boulet avait mis en place un plan d'intéressement, ce qui m'a permis de me constituer un apport, et cet apport que j'ai utilisé pour renforcer ma trésorerie en fait, au départ. Mais j'ai eu la chance que la banque me prête la totalité du montant de l'achat, quoi. Voilà. Et je n'ai pas eu de soucis avec une banque. Et j'ai eu un refus avec la deuxième banque. Voilà, on a eu une seule banque qui nous a suivis pour le rachat de l'entreprise. Vous voulez des noms? Vous voulez des noms? On m'a demandé de ne pas en donner tout à l'heure. Donc,